Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Que sera 2015 dans le domaine agricole avec toutes les coupures imposées et à imposer par le gouvernement Couillard? Alors, nous sommes vraiment en droit de se le demander et de le demander à mon invité, qui s'est fait toujours un grand plaisir de venir ici à cette émission, et c'est toujours un plaisir que de le recevoir également. C'est le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Vachon. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est réciproque, croyez-moi, parce que le domaine agricole, moi je l'ai toujours dit, c'est le domaine, c'est un des domaines essentiels. Chez nous, on parle de mines, on parle de forêt, puis on délaisse assez souvent, on ne parle pas assez souvent du domaine agricole qui est, selon moi et selon plusieurs, le domaine aussi principal de toute région, incluant naturellement l'Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes d'accord avec ça? J'en suis persuadé. Monsieur Vachon, moi, si je vous demandais d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous craignez le plus dans toutes ces coupures pour le domaine agricole? On va parler surtout chez nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on sait que le gouvernement Couillard veut atteindre l'équilibre budgétaire 2015-2016. Et puis, on est vraiment à se demander qu'est-ce qui va se passer, parce que les coupures, on en reçoit à gauche, à droite, ça arrive de tous bords, de tous côtés. Et le domaine agricole n'est pas épargné non plus. On va demander des efforts de 300 millions. On va vous couper 300 millions. Je vous laisse aller un peu avec ça, mais est-ce que vous êtes inquiète, M. Vachon? Bien, tout à fait. Je suis inquiet d'entendre des rapports comme le rapport Robillard qui dit qu'on va abolir des programmes qui sont structurants comme le programme d'ASRA qui est l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Voilà. Faut rétablir des faits. D'un, pour atteindre le déficit zéro, il y a deux manières. Nous, on dit il y a deux manières de l'atteindre, c'est couper les dépenses ou améliorer les revenus. Ça prend pas un grand économiste qu'on fasse ça. Et nous, ce qu'on veut, à l'Union des producteurs agricoles, les agriculteurs de la région comme du reste de la province, c'est de générer des revenus. Voilà. C'est d'améliorer les recettes de l'État. Et l'agriculture est un excellent levier. D'ailleurs, depuis 2007, de 2007 à 2013, on a des études qui prouvent, qui démontrent clairement et sans aucune ambiguïté que l'agriculture au Québec, mais nous, on est 2 de cette agriculture-là, génère énormément pour le gouvernement du Québec. C'est 17 milliards de PIB. C'est pas rien, ça, là. L'agriculture, la transformation agroalimentaire, c'est 17 milliards de PIB, c'est 5,9 du PIB québécois. C'est plus de 4,5 milliards de recettes fiscales pour les divers paliers de gouvernement. C'est énorme. C'est énorme. C'est 2,5 milliards pour le gouvernement du Québec. C'est 360 millions, on l'oublie souvent, mais pour les municipalités. C'est vrai. Qui dit que l'agriculture dynamise. Et c'est 1,6 milliard pour le gouvernement du Canada. Si on soustrait à ça toutes les subventions qu'il peut y avoir de tous bords, de tous côtés, là, on parle de 673 millions, là. Ben c'est au net, c'est 3,9 milliards pour les divers gouvernements, dont 1,9 pour le gouvernement du Québec. Fait que, d'éliminer un levier qui génère autant de revenus, qui est 1,9 pour le gouvernement du Québec, c'est extrêmement hasardeux. Ça, c'est la première des choses. Il faut comprendre que dans les années de 2007 à 2000, puis là, j'y vais avec des données pour démontrer clairement la pertinence. Là. Oui. De 2007 à 2013, l'industrie agroalimentaire a eu une augmentation de l'emploi de 14 versus 5 pour le reste des sphères d'activité. L'augmentation du PIB a augmenté en dollars, a augmenté de 19 versus 7 Okay. Et j'irais dire les exportations, parce qu'on parle d'exporter pour générer des revenus, pour se payer des hôpitaux, la santé, etc. Ben, c'est 48 d'augmentation d'exportation pour l'agroalimentaire versus une diminution de l'exportation pour le Québec de 6 C'est-à-dire que l'agroalimentaire a mieux performé que toutes les autres sphères d'activité au Québec de 2007 à 2013. Et ça, c'est grâce au levier qu'on avait.
Et là, ce que vous nous dites, est-ce que les coupures nous rendent inquiets pour l'avenir? C'est sûr que si on regarde les prix du marché actuellement, 2013, 2014, ce qu'on anticipe pour 2015, c'est des bons prix de marché. Voilà, à court terme, il n'y a peut-être pas un impact qui va être majeur. Mais le signal va être clair pour les producteurs de dire si l'État n'est pas là pour partager le risque, un risque qui est immense. Il n'y a pas d'autres sphères d'activité qui a à gérer autant de risques que l'agriculture, que ce soit le climat, puis les maladies, etc., de nos troupeaux. C'est important d'avoir ce levier-là. C'est donc dire que le domaine agricole est le domaine qui a le mieux performé au point de vue monétaire versus le gouvernement directement que dans toutes les autres sphères que l'on peut retrouver. Et d'autant plus que tout l'argent qui est investi, le levier qui est fourni pour stimuler l'économie, ça ne se fait pas juste dans une ville. Moi, j'ai rien contre le principe qu'un gouvernement donne des rabais d'électricité pour une aluminerie. Je trouve ça correct. Si c'est rentable pour le Québec de le faire, faisons-le. Oui. On va avoir un retour là-dessus. Voilà, C'est le même principe pour l'agriculture et la beauté de la chose, c'est que toutes les PME qu'on a, parce que c'est des PME, oui, sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois, dont en Abitibi-Témiscamingue. Oui, puis on va en venir tantôt avec des chiffres que j'ai, moi, ici. Là. Je représente 600 PME qui dynamisent l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, chaque paroisse. Là. Puis quand on sort l'agriculture des milieux ruraux, ben on fragilise, on se questionne sur la vitalité des petits villages, etc., et quand on voit sortir l'agriculture de ces petits villages-là, ben on voit ce qui se dessine aussi pour l'avenir de ces petits villages-là. Dites-moi une chose, M. Vachon. Là, on va aller un peu plus loin. Peut-être une question difficile, mais j'aimerais vous la poser en tant que vous êtes le président de l'UPA. Pourquoi que lorsque on parle de finances, on parle de déficit, on parle d'argent qui entre dans les coffres du gouvernement. On parle de santé. On parle d'éducation. On parle du domaine minier. On parle du domaine forestier. Puis, bon Dieu, on parle quasiment jamais du domaine agricole. On en a entendu parler. Et là, je ne veux pas faire aucune politique. Mais on en a entendu parler pendant 18 mois du domaine agricole parce qu'on avait un ministre qui, entre parenthèses, connaissait vraiment l'agriculture. Et je le dis, là, je ne fais aucune politique, sauf que M. Gendron était ministre de l'Agriculture. Et là, il me semble, entre les cas, qu'on en entendait beaucoup parler. M. Paradis, qui est ministre aujourd'hui, c'est le calme, c'est le silence total. Est-ce que le gouvernement, et ma question est celle-ci, est-ce que le gouvernement a tendance à minimiser l'agriculture? C'est la perception que j'en ai, c'est que pour l'instant, le contexte des prix est très favorable pour le secteur agricole. Et on semble dire que tout va bien, puis qu'on n'a pas à intervenir davantage. Et vous avez parlé du ministre Gendron, qui est notre député en Abitibi-Ouest. Le ministre Gendron avait à cœur de développer une politique de souveraineté alimentaire et ça a créé un engouement parmi les producteurs. Moi, je me rappelle, tu sais, quand il y a eu l'an passé le décès de l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Garon, c'est ça. On m'a posé la question, c'est quoi qu'est-ce que Garon avait emmené pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? J'avais posé la question à mon père, j'étais trop jeune. Okay. Et c'est au plaisant de le dire. Oui, exactement, oui. Et mon père m'avait dit, Jean Garon nous avait donné confiance. Et la confiance, ça fait quoi? Ça déplace des montagnes. Ah oui, oui. Et la politique que M. Gendron voulait mettre en place, qui avait commencé à travailler, ça donnait ce même signal-là, un signal positif qui donne confiance pour l'investissement, le don de soi, etc. Quand on envoie un signal, comme le rapport Robillard a envoyé, on va mettre fin au soutien de l'État, ça enlève toute confiance. Voilà. Et c'est contre-productif. Fait que si vous me demandez, moi je me fie à des faits. Il y avait un gouvernement qui nous donnait confiance, qui disait, vous êtes des acteurs importants de la croissance du Québec.
Et là, on a un gouvernement qui nous dit, vous êtes une charge pour l'État. Et c'est pour ça que je vous donne toutes les preuves. Et on entend parler beaucoup de développement du Nord québécois pour les mines, etc. C'est une bonne chose. Oui. Je suis pour ça. Mais ici, mais pas il y a au détriment de d'autres choses, par exemple. Et ici, là, une petite donnée qui est bien intéressante. 100 millions investis en agriculture, ça génère 1042,3 emplois. Je précise, là. Oui, 1042 emplois. Extraction minière et pétrole et gaz, 469 emplois. 100 millions d'investis, 469, 100 millions, 1042. Si on veut créer de l'emploi pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, on a un beau levier qui est l'agriculture. C'est correct d'aller exploiter les mines du Nord. Et notre ministre régional axe énormément là-dessus. Oui. Mais notre ministre régional a été élu par des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Voilà. Et les gens de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont pas tous envie de faire du fly-in, fly-out. Ils ont peut-être aussi envie de voir leur milieu de vie dynamique, intéressant, des terres qui appartiennent aux gens, qui n'appartiennent pas à des financiers de l'extérieur, des gens qui contribuent à l'économie locale. Hein, pas le Nord québécois, l'économie locale qui dynamise, qui font des paysages comme le Témiscamingue. Les beaux paysages du Témiscamingue sont façonnés par l'agriculture. Mais ces gens-là, il va falloir qu'ils comprennent une chose, c'est que l'agriculture, c'est pas une charge, c'est un investissement, et c'est un investissement rentable qui contribue à dynamiser l'ensemble des territoires du Québec. Monsieur Vachon, on va juste terminer ce bout-là d'entrevue avec... Comme vous voyez, je m'emballe un peu. Ah, mais c'est bien. C'est bien, puis c'est vraiment, non, l'émission est faite pour ça. L'émission, elle est faite pour renseigner les gens. Puis tantôt, on a parlé de l'ex-ministre de l'Agriculture, M. François Gendron, puis, mais on ne fait pas de politique. Je veux bien préciser, on ne fait pas de politique, mais donnons à César ce qui appartient à César, tout simplement. Alors, l'agriculture, depuis que le nouveau gouvernement est en place, on n'en entend pas parler, ou à peu près pas. Puis, du temps de M. Gendron, bien, c'était un des principaux sujets de discussion. Fait que, bon, rendons à César ce qui appartient à César. Je relate des faits seulement. C'est ça, exactement. Puis, les faits sont que M. Gendron, dans le 18 mois qu'il a été ministre, a fait, je pense, beaucoup plus que beaucoup d'autres ministres dans plusieurs années. Alors, c'est aussi simple que ça. Pour terminer, j'aimerais, sur ce sujet-là, M. Vachon, le comité Robillard, que je me demande encore... Le comité Robillard, on va juste passer le nom comme ça. Le comité Robillard a aussi noté que l'aide financière apportée par l'État aux agriculteurs est bien plus importante au Québec qu'ailleurs au Canada et dans les pays développés. Et c'est là qu'on a dit, nous autres, à l'UPA, que le rapport Robillard était incomplet. Il était basé sur une année qui était vraiment pas favorable. Je vous ai parlé des dernières années qui sont de loin plus favorables. Quand on parle des autres pays, là, ben nous, au Québec, là, les subventions, c'est 6,6 % des recettes globales, de la valeur de la production. Okay. Quand on regarde la moyenne de l'OCDE, ben c'est 11,3 %. Aux États-Unis, 7 %. Il y a un pays qui ressemble beaucoup au climat du Québec, là, parce qu'il faut comprendre qu'on vit dans un climat plus nordique. Moi, même à matin, même si je voudrais faire pousser moi, des légumes, ça irait pas bien. Je pense pas. La Norvège, qui au niveau du climat est semblable à nous, c'est 35 % de subvention par rapport à la recette monétaire. Fait que quand on dit que le Québec est trop subventionné, là, mais ça, c'est toujours... Les chiffres, on peut lui faire dire on peut faire dire un plus à un moins. On est en bas de la moyenne de l'OCDE. On a des conditions qui sont beaucoup moins avantageuses que les États-Unis. En moyenne, on est moins élevé en frais de soutien. Fait que moi, là, on peut bien... Quand on veut couper des dépenses, parce qu'eux autres, ils perçoivent l'investissement en agriculture comme une dépense, quand on veut couper ça, on veut justifier, ben on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est tout à fait le contraire. Un investissement en agriculture, c'est un investissement rentable, même pour le gouvernement du Québec. En 2013, c'est 1,9 milliard qu'on a redonné au gouvernement pour faire de la santé, de l'éducation, des routes, etc. et de l'occupation du territoire, je l'espère. En espérant. Monsieur Vachon, on parle de coupure de 300 millions que le gouvernement veut imposer
en agriculture. On coupé le principal programme gouvernemental devant garantir un revenu acceptable aux producteurs. On en a parlé un petit peu. Ça, là, il ne faudrait pas toucher à ça. Ah, écoutez, c'est une vue idéologique. C'est pas une vue comptable. C'est même pas une vue comptable. C'est même pas un exercice d'assainissement des finances publiques. C'est une vision idéologique. On veut ramener les producteurs du Québec au même niveau que les producteurs des autres provinces du Canada. Et les résultats de tout ça, là, concrètement, en Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on parle là, en Abitibi-Ouest, il y a une agriculture qui est encore dynamique. Ça est existante, elle est là. Environ 200 entreprises. Okay. District de Cochrane, en Ontario. Si on veut faire la même chose. Il est quand même pas loin de chez nous, là. C'est même climat, même type de sol. On traverse les lignes, puis on est rendu là. C'est pas compliqué. L'autre province, allez voir ce qui se passe dans le district de Cochrane en agriculture, il n'y a pratiquement rien. C'est ça la différence. C'est vrai. L'intervention de l'État génère de l'occupation du territoire, du dynamisme rural et des revenus pour l'État. Est-ce que vous voulez dire que, on va faire juste une parenthèse, est-ce que vous voulez dire qu'en Ontario, dans le district de Cochrane, disons, il y a moins de fermes, c'est ça? L'agriculture est pratiquement inexistante. Et moi, je vais vous dire une chose, parce que moi, j'y vais assez souvent, parce que je vais à Hearst très souvent. J'ai ma belle-mère qui demeure encore là, et je passe à Cochrane. Je traverse les lignes. Et c'est vrai ce que vous dites, des grosses fermes où il y a des animaux, on n'en voit pas beaucoup à comparer à chez nous. J'ai dit pratiquement inexistante parce que je me garde un petit peu. Une petite gêne, comme on dit. Une petite gêne, là, mais c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment vrai, pas beaucoup. Parce qu'on ne voit pas de grosses fermes. Et le Témiscamingue ontarien, qui est le pendant du Témiscamingue québécois, a une agriculture qui est plus dynamique parce que les terres sont plus propices. Et le modèle qui s'est dessiné, ben c'est quelques petites fermes laitières, ou des fermes laitières qui sont réparties un peu partout, qui sont soutenues par une législation qu'on appelle la gestion de l'offre. Et le reste de l'agriculture, la grande majorité de l'agriculture qui se fait là, c'est de très grands propriétaires terriens, 3, 4, 5 fermes, à 10, 15 000 hectares. Ça occupe pas beaucoup un territoire, ça dynamise pas beaucoup un territoire. Ça ne fait pas une multitude d'entreprises qui font affaire avec des petits entrepreneurs locaux et qui créent de la richesse pour tous les gens de la région. Voilà. Monsieur Vachon, tantôt, vous avez donné beaucoup de chiffres et puis c'est très intéressant aussi parce que c'est avec des chiffres. Souvent, c'est beau dire, bon, l'agriculture, elle est rentable, on a des redevances que l'on doit au gouvernement. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Vous avez donné des chiffres. Maintenant, moi, j'en ai ici en Abitibi-Témiscamingue. Directement chez nous, on dit que le secteur agricole se révèle très rentable pour le gouvernement. Et en Abitibi-Témiscamingue, ce secteur représente 1840 emplois directs. Revenu brut de 128 millions par année. Et on y retrouve quelques 600 fermes. On parle également en Abitibi-Témiscamingue de 856 producteurs agricoles, 806 membres, 85 délégués, 7 syndicats spécialisés et 5 syndicats locaux. Ça commence à faire des chiffres, ça. 1840 jobs, là, c'est plusieurs séries, ça, en Abitibi-Témiscamingue. C'est beaucoup. C'est ça l'impact de l'agriculture. Et c'est tout en région. C'est vrai. Et ça, sans compter que ça contribue au fisc québécois. Ça, on n'en parlera jamais assez, M. Vachon. Puis c'est pour ça que vous aurez toujours une place à mon émission, parce que les gens se doivent d'être au courant du domaine agricole. Puis je l'ai dit, puis je vais le redire. Chez nous, on entend parler du domaine minier, on entend parler du domaine forestier, mais très peu du domaine agricole. Puis quand on sort des chiffres, qu'il y a 856 producteurs agricoles, 1840 emplois, 128 millions par année, je pense que l'agriculture est une des priorités chez nous en Abitibi-Témiscamingue, ou du moins, elle devrait l'être. Tout à fait. Écoutez, là, je n'ai pas à rajouter sur ce que vous venez de dire. Il y a des données qui démontrent clairement que l'agriculture a un impact, j'irais dire économique, mais il y a un impact aussi socio-économique. Et ça, c'est le nom de l'agriculture. Je l'ai dit à maintes reprises.
pour avoir ces 1840 jobs-là, ces 600 entreprises, ces 800 producteurs agricoles-là, ça, c'est un modèle. Il y a un modèle qu'on appelle la ferme familiale. Voilà. Okay? Et il y a une recette que j'irais dire qui est importante pour maintenir ce tissu socio-économique-là en Abitibi-Témiscamingue, qui est la ferme familiale, qui génère de l'occupation de milieux ruraux comme le nôtre, parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une grande ruralité avec 2 petits pôles urbains, il faut se le dire. Oui. Et il y a trois facteurs. Exactement, c'est ça. Sur ce que je veux en venir, justement, parce que vous avez parlé dernièrement que pour garder l'agriculture familiale bien vivante, il faut interpeller le gouvernement sur 3 éléments cruciaux, essentiels. Et je vous laisse continuer là, sur ces 3 éléments-là. On parle de 3 axes. D'un, on le sait avec les changements climatiques, on l'a vu cet automne. Il y a les aléas du climat, on a à gérer ça. Il faut partager ce risque-là avec l'État. Moi, je connais plusieurs producteurs en Abitibi-Ouest qui n'ont pas été capables de récolter tout le fruit de leur travail. Non, parce qu'on a eu un automne dégueulasse, tout simplement. Complètement merdique, là, Oui. pour pas dire. Oui, non, on c'est va vrai. oser dire le mot. On va employer le mot. Je peux vous dire qu'on a vécu un stress important. Et ça, c'est important d'avoir, j'aurais dire, ce partage de risque-là. On n'est pas responsable. On a fait tout le travail qu'on avait à faire comme agriculteur. On arrive pour récolter le fruit de notre travail. Pouf! Dame Nature décide qu'on ne le ramasse pas. Il faut partager ce risque-là. Une bonne assurance récolte qui fait en sorte que lorsque les années sont moins favorables, on partage ce risque-là avec l'ensemble de la société. Autrement dit, vous voulez établir un meilleur filet de sécurité du revenu, autrement dit. Tout à fait. Les risques du marché. Je vous le dis, moi je vais parler de la production bovine. Là. Je suis dans le Vachereau, 2015. Les perspectives sont excellentes. Je ne pense pas avoir besoin de beaucoup d'intervention de l'État pour rentabiliser une entreprise. Les prix du marché sont là. Sauf que, rappelez-vous la vache folle, rappelez-vous de la crise du dollar, quand le dollar est venu à parité en l'espace de quelques mois, ça a été des impacts importants pour les entreprises agricoles. Et ce risque-là, puis l'aliment a de quoi de particulier. On ne peut pas dire, c'est pas un produit comme un autre qu'on peut dire la main visible du marché. Là. Parce qu'aussitôt qu'il y a un peu plus de production que de consommation, compte tenu que c'est un produit qui est périssable, il y a un effondrement des prix. Aussitôt qu'il en manque un peu sur le marché, compte tenu qu'on est obligé de manger 3 fois par jour tout le monde, ben, il y a une flambée des prix. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer pour une petite entreprise. Il faut partager ce risque-là avec l'État. Et c'est ce que les programmes font au Québec. Quand le prix est là, on n'a pas d'aide, on n'a pas besoin. Quand le prix n'est pas là, ben on a un soutien, puis c'est pas le Klondike, là, parce qu'on assume le tiers de la facture. Ça veut dire qu'on assume des pertes. Mais on a suffisamment de revenus pour rester en entreprise. Et ça, c'est un levier important pour maintenir une agriculture familiale dans des petits milieux comme les nôtres. Et la propriété des terres. Moi, je ne veux pas revenir à l'époque des seigneurs qui étaient propriétaires des terres et que moi, je travaillais pour ces seigneurs-là. Ces gens-là n'ont aucun intérêt pour la région. Est-ce que ça vous inquiète? Ah, tout à fait. Écoutez, à la base de l'agriculture familiale, il y a l'actif qui est le fond de terre. Il y a un attachement qui est, je l'ai dit dans une dernière éditoriale là, dans Terre de chez nous, il y a un attachement qui est irrationnel. Moi, là, j'ai un attachement au sol que je cultive qui est de loin, qui est pas c'est pas seulement financier, c'est viscéral. Et ça, là, ça nous amène à être extrêmement résilients. Les années plus difficiles, on se relève les manches. Là. Cet automne, là, les gens qui n'ont pas récolté, là, ils vont se relever les manches, ils vont continuer, ils vont se battre, puis ils vont semer l'année prochaine. Les seigneurs n'auront pas la Non, du tout. Puis, vous avez demandé un moratoire sur ça, hein? De 3 ans, hein, je pense. Le mot moratoire n'est pas le bon terme. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est de dire, on peut-tu prendre une pause? OK. Et évaluer le phénomène. Il y a des gens qui disent qu'il y a un phénomène réel, il y en a d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. Il y a une bonne proportion de gens qui aiment la négation parce que, bon, ils ont peut-être même des amis ou des intérêts qui veulent pas qu'on pose la question. Mais nous, à l'UPA, on pose la question et on dit, on peut-tu évaluer la situation? Et ça... je pense que c'est pas, on n'appelle pas ça un moratoire, on appelle ça prendre le temps. Et
Un moratoire, c'est on stoppe les transactions. Mais Nous, c'est pas ce que vous voulez. Ce qu'on dit, c'est que les agriculteurs, on devrait mettre des règles en place qui permettraient aux agriculteurs de transiger leur terre normalement et mettre des plafonds qui répondent aux réalités des producteurs, qui nuiraient pas aux producteurs, mais qui empêcheraient les fonds spéculatifs d'investir. Et pendant ce temps-là, on ferait une réelle évaluation de la problématique. Et s'il y a une problématique importante et que ça risque de dévitaliser des milieux ruraux comme les nôtres, ben le gouvernement aura à poser des gestes selon leurs responsabilités. L'État est là pour réguler, pour s'assurer que l'ensemble de la collectivité avance positivement. Ben, on verra, rendu là. Mais c'est pas un moratoire, c'est vraiment une pause et une volonté de cerner la problématique et d'y répondre adéquatement. On va changer de sujet complètement, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, malgré qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais moi, j'aimerais avoir votre opinion sur l'implantation de 5 maternités porcines au Témiscamingue. Puis surtout, en décembre dernier, Olimel fait tout pour éviter le BAP. Ça, c'est un article, moi, qui m'a sauté aux yeux parce qu'on dit que chacune maternité contiendrait 2390 truies, soit 10 truies de moins que le nombre requis pour la tenue d'audience publique. On dit que ce n'est pas 5 projets, mais un seul de 11 950 truies. Quelle est la position de l'UPA dans ce dossier-là, M. Vachon? Premièrement, moi, je veux être clair, Oui. je ne suis pas là pour défendre spécifiquement Olimel. Okay. Moi, je suis là pour représenter des producteurs agricoles, dont les producteurs du Témiscamingue. Et moi, si Olimel débarque au Témiscamingue avec des projets structurants qui contribuent à dynamiser le milieu agricole du Témiscamingue, qui contribuent de manière positive aux agriculteurs qui sont en place, moi, je vais être pour. Ça, c'est clair. Le modèle qui nous semble, la manière que ça nous est présenté, avec des partenariats avec les producteurs en place, des débouchés pour les produits de producteurs de culture commerciale de la région, avec des ententes là, qui se signent de gré à gré. Là. Parce que ça, c'est le côté entrepreneurial, c'est les producteurs qui ont à faire ça. Voilà. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Et faut penser qu'un BAP, ça coûte 100 000 $. Moi, là, je vous dis, il faut pas penser que l'industrie porcine, contrairement à ce qui s'est déjà fait dans le passé, parce que, regarde, si on peut en parler là, des erreurs du passé. On a des exemples, des sites orphelins là, pour les minières. Là. Mais aujourd'hui, là, partir une mine, on part pas ça n'importe comment, on met de l'argent en fiducie, on réhabilite les sites. Voilà. Bon, l'industrie porcine a eu à faire un ménage, j'irais dire, et à revoir ses méthodes de production. Et l'empreinte écologique, la production porcine au Québec, est la 2e meilleure au monde. Donc, fait que le projet d'Olimel, de la manière qui nous est présenté, respecte les normes environnementales et les dépasse, amène un effet structurant pour l'agriculture du Témiscamingue. Et moi, je dis qu'on pourrait en avoir même en Abitibi. Monsieur Vachon, merci, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. D'autres dossiers qui restent sur la table, on va en discuter encore en 2015. Ça m'a toujours me faire plaisir de vous inviter, M. Vachon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.